La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, ça discute à Lomé de la mobilisation des ressources pour financer tous les projets de développement en Afrique. Il est attendu à cet effet plus de collaboration entre les administrations fiscales. Plus de détails dans un instant. Au sommaire également, l'OMS affiche le tableau de décès liés à la COVID-19 en 2021. Plus de 13 millions de morts dans le monde. Des chiffres qui inquiètent et qui interpellent à redoubler de vigilance. Enfin, nous ferons un tour dans ce beau village où sont exposées les œuvres de personnes à mobilité réduite du pur génie, un savoir-faire artistique que nous fera découvrir Abidi Nyasingbe. Voilà pour le sommaire. Place maintenant au journal. À l'Assemblée nationale, Yawadji Gorichigan a conféré en début d'après-midi avec le nouvel ambassadeur des États-Unis accrédité au Togo, Elizabeth Fitzsimmons. Les discussions ont surtout porté sur le renforcement de la coopération dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, le numérique notamment. La présidente de l'Assemblée nationale a ensuite échangé avec Nefuturo Bintancourt, également nouvel ambassadeur du Brésil au Togo. Nous écoutons à présent les deux diplomates au sortir de l'audience. Avec son Excellence, Madame de la Présidente de l'Assemblée nationale, nous avons discuté les opportunités pour coopération entre nos deux pays, entre le Togo et les États-Unis, dans les secteurs agricoles, éducation et numérique. Je suis très impressionnée par un pays comme Togo, avec les dirigeants, les femmes fortes comme Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Le Brésil est très ami du Togo. C'est une longue histoire de collaboration, de coopération, qui a évidemment des moments plus intenses, des moments moins intenses, qui dépendent de nos conditions économiques, politiques. Mais elle est permanente. C'est ça qui est très important. Elle est basée aussi sur la propre formation du peuple brésilien, qui a reçu une contribution très importante des peuples de la région de Minas. C'est un des plus grands contributeurs dans la formation de notre population que... Comme vous savez, le Brésil est le deuxième plus grand pays avec une population d'origine africaine au monde, après le Nigeria. Alors, nous sommes 51% des personnes qui sont venues d'Afrique ou descendants. Nous considérons que ces éléments, ces racines, nous approchent beaucoup, nous permettent de voir au long terme que nous marchons ensemble. Et malgré les variations de chaque moment que l'histoire nous apporte, les crises, nous pourrons être ensemble. Nous voulons transformer ça en des projets concrets dans le domaine de l'agriculture, comme j'ai déjà expliqué auparavant, et nous voulons faire plus. Lomé est une ville tranquille à vivre par rapport à d'autres expériences que j'ai eues en Afrique. Alors, quelle devrait être la nouvelle stratégie de mobilisation des ressources des administrations fiscales de la sous-région à l'heure où le Covid-19 a bouleversé les données? Une problématique qui réunit en ce moment à Lomé des experts venus des pays de la sous-région. Ils proposent dans un premier temps une coopération entre États et définissent ensuite de nouvelles stratégies que nous découvrons ensemble dans ce reportage de Ramdan Bassina. Le Conseil de l'administration fiscale africaine ATAF, plus uni que jamais, mobiliser les ressources fiscales internes pour une économie africaine sûre, les experts de l'administration fiscale se serrent les coudes. La pandémie du Covid-19 a impacté sérieusement les économies. Ils urgent de trouver des voies et moyens pour relever les ressources fiscales. À la sortie de la pandémie de Covid-19 et à la baisse des aides publiques
au développement, de plus en plus nos pays font face à la nécessité de financement de notre développement et que nos gouvernements voudraient se baser essentiellement sur les mobilisations des recettes internes. En ce sens, nous sommes venus ici avec les différents experts du continent pour réfléchir ensemble, s'échanger des idées, s'échanger nos expériences et les stratégies pour une meilleure mobilisation de recettes dans notre sous-région. Et pour cela, je voudrais exprimer toute ma gratitude à cette organisation, ainsi que tous les acteurs de la fiscalité sur notre continent qui nous permettent au jour le jour de mettre en commun notre stratégie pour répondre aux besoins des gouvernements en matière de mobilisation des ressources internes pour le financement de nos politiques publiques. Le Togo, qui préside depuis 2 ans la TAF, s'honore de cette union sacrée. Les défis et opportunités à travailler dans un environnement post-Covid, la nécessité des services numériques ainsi que la TVA sont des axes à explorer. Nous avons déjà, au cours des 2 dernières années, généré des résultats dans beaucoup de nos administrations fiscales. Notamment, nous avons réussi à faire des évaluations d'impôts à hauteur de $1 milliard pour 3 des pays de cette sous-région. Et c'est ce genre de résultats que nous essayons de générer à travers l'ensemble du continent. La TAF regroupe une quarantaine de pays. L'autre défi est de fédérer tous les États pour plus de ressources suffisantes et un impact économique plus accru dans la sous-région et en Afrique. Et ça discute également à Lomé entre acteurs de régulation des secteurs financiers et des télécommunications, de l'impact des activités de l'intermédiation, de la fourniture des services technologiques dans la dynamique de l'inclusion financière et surtout du financement des secteurs privés. Après 2 jours de travaux, place aux conclusions avec Imitian Agoro et Christine Pitiki-Aloudé. Dans l'exercice des services financiers, le client est considéré comme partie faible. Ces données sont parfois objets de fraude. Les nouveaux médias et les services numériques apportent aussi des délinquants, comme on dit, des délinquants numériques. Aussi bien du côté du consommateur que du côté des institutions, des organisations qui apportent des services aux banques. Ce forum a touché des thèmes qui intéresse le public, qui intéresse le domaine bancaire dans les systèmes, la cybercriminalité qui devient de plus en plus élevée. Donc le consommateur a besoin d'assurance. En plus de la nécessité de faciliter l'accès au financement, de promouvoir l'inclusion financière à travers le digital, AfriCréance pose également la problématique de la protection des consommateurs et l'éducation financière. AfriCréance a essayé d'apporter des réponses. Nous allons réfléchir les prochaines années sur la mise en place d'un guichet unique régional et un fonds d'impulsion pour les PME. Et c'est comme ça que nous allons construire l'Afrique graduellement. L'institution régionale a choisi le Togo pour abriter son siège. Une filiale d'AfriCréance y est également installée. Ces axes prioritaires, selon la ministre de l'Inclusion financière et de l'Organisation du secteur informel, cadrent parfaitement avec les ambitions du pays. La problématique et les sujets abordés cadrent absolument avec la vision de la feuille de route gouvernementale qui consiste également à améliorer les interventions en faveur des TPME pour pouvoir leur permettre une pleine contribution à la croissance économique de notre pays. AfriCréance veut avoir toutes les banques comme partenaires. Elle ambitionne de couvrir 10 à 15 pays dans les 5 prochaines années. Et vous êtes peut-être exclu de la vie sociale, économique et financière au Togo parce que vous n'êtes pas en mesure de prouver votre identité. Une solution se propose à vous, l'identification biométrique, un projet qui est présentement dans sa phase communicationnelle à travers le pays. L'étape de Kara avec Nestor Mouzou. L'Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale estiment que plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde, dont 500 millions en Afrique subsaharienne et près de 200 millions en Afrique de l'Ouest, n'ont aucune preuve d'identité. Selon la Direction générale de la documentation nationale, au Togo, moins de 15% de la population dispose d'une carte nationale d'identité.
Or, sans moyens fiables d'identification, il est difficile pour les citoyens d'exercer leurs droits fondamentaux, d'accéder à la gamme des services fournis par les secteurs publics et privés. C'est pour mettre fin à cette situation que le gouvernement a initié le projet d'identification biométrique afin d'attribuer à tous les citoyens, mais aussi à tous les résidents, une identité unique, fiable et sécurisée. Le projet est à la phase de vulgarisation, comme à cette rencontre régionale à Kara qui a réuni les préfets, les maires, les responsables des services déconcentrés, des organisations non gouvernementales et les leaders des confessions religieuses. Le gouvernement a une feuille de route 2020-2025, feuille de route sur laquelle est inscrit le P1, premier projet prioritaire qui est l'attribution de l'identité pour tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la vulgarisation parce qu'il s'agit pour nous de faire partager l'information à la population, aux communautés à la base pour que les communautés puissent s'approprier le projet, comprendre les enjeux, les objectifs et les défis. L'identification se fera lors d'une campagne nationale et au cours de cette campagne nationale, il y aura des opérateurs qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national avec des kits qui vont prendre les données démographiques ainsi que les données biométriques. La particularité de ce projet, c'est qu'à partir de la biométrie, on est sûr de pouvoir identifier un individu de manière sûre et sécurisée. Pourquoi? Parce que la biométrie, pour chaque individu, elle est unique. Il s'agit donc de pouvoir donner à tout individu une preuve d'identité, à ne pas confondre avec une preuve de citoyenneté que l'on obtient auprès du service de la documentation nationale. Dans son initiative, le gouvernement est accompagné financièrement par la Banque mondiale à travers le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, WURI. Au chapitre santé de cette édition, les sages-femmes du Togo se mobilisent et se réorganisent pour une seule cause, la santé maternelle et néonatale. Pour atteindre cet objectif, elles se donnent les moyens et définissent les priorités. Reportage. Dès le début de sa grossesse, Dama Setou vient régulièrement en consultation prénatale. Dans le bureau de la sage-femme, contrôle de routine. La sage-femme est aux petits soins de la femme enceinte. Tout au long de la grossesse, un suivi régulier s'impose. Rôle dévolu aux dames en blouse rouge carrelée. La sage-femme suit la femme depuis sa grossesse jusqu'à l'accouchement, jusqu'après l'accouchement et puis le nouveau-né. Elle fait la planification familiale, elle fait la PTME, c'est pour les cas des femmes contaminées par le VIH. Et elle mène des activités de causerie éducative sur la santé de la mère et de l'enfant. Le 5 mai de chaque année est célébrée la Journée internationale des sages-femmes. Au Togo, l'association des sages-femmes est en fête. Occasion pour elles de renouveler leur bureau. Les défis sont immenses. Il faut redorer le blason de la sage-femme. Il faut que la communauté comprenne que nous sommes là pour elle. Et nous ne pouvons pas faire ce qui est mauvais. Mais si par maladresse nous le faisons, nous allons redresser. Il faut que les sages-femmes soient continuellement formées sur le terrain. La médecine évolue. Il faut que nous soyons à la hauteur de nos tâches. Et il faut aussi que la sage-femme soit vue bien dans sa communauté. Nous invitons les sages-femmes à plus de professionnalisme. Ce nouveau bureau de l'association des sages-femmes du Togo est composé de 11 membres. Il a pour mandat 3 ans renouvelables une fois. Le thème de cette année, santé maternelle et néonatale, les défis de l'heure. Et pendant ce temps, au Sénégal, des mesures pénales sont prises contre certaines sages-femmes dans l'affaire Atou Soka pour non-assistance à personne en danger. Une mesure qui devrait interpeller les sages-femmes à plus d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions. Avec l'OMS, on connaît désormais le tableau de décès liés au Covid-19 dans le monde. Plus de 13 millions de morts en 2021. Une situation qui demeure préoccupante et les efforts de lutte doivent être maintenus. Reportage. Des chiffres totalement sous-estimés. Voilà le constat fait par l'OMS sur le nombre de morts dus au Covid-19. Le bilan officiel au 31 décembre 2021 était de près de 5,5 millions de décès dans le monde. Il y en aurait 3 fois plus. Au niveau mondial, nous estimons à 14 900 000 le nombre de décès supplémentaires associés à la pandémie de Covid-19.
à la date du 31 décembre 2021. La plupart des décès excédentaires, soit 84%, sont concentrés en Asie du Sud, en Europe et dans les Amériques. Pour en arriver à ce bilan, l'OMS a tenté de calculer la surmortalité dans le monde en faisant la différence entre le nombre de décès réels et le nombre de décès qu'on estime sans pandémie. Au total, 10 pays représenteraient près de 70% du total de cette surmortalité, avec en tête le Brésil, l'Égypte, puis l'Inde. New Delhi dénonce les chiffres de l'OMS 9 fois plus élevés que les statistiques officielles, mais l'Organisation mondiale défend son mode de calcul. Nous devons avoir le réel bilan de la pandémie. Et la surmortalité nous permet de connaître son impact réel. C'est important que les responsables politiques utilisent ces informations pour avoir dans le futur les meilleures solutions possibles. L'OMS a appelé l'ensemble des pays du monde à mettre en place des systèmes d'information sanitaire plus solides. Aujourd'hui, 6 décès sur 10 ne seraient pas enregistrés au niveau mondial. La situation au Togo au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 6 mai 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 000. Aucun nouveau cas. Le nombre de personnes guéries est de 36 709. De nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 18 et le nombre de décès de 213. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 5 mai 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin Grand Lomé. 503 118, région maritime 117 631, région des plateaux 240 188, région centrale 152 446, région de la Kara 259 688, région des savanes 240 965, soit un total de 1 514 036. Nombre de personnes entièrement vaccinées, Grand Lomé 498 527, région maritime 110 198, région des plateaux 151 421, région centrale 113 094, région de la Kara 209 707, région des savanes 201 121, soit un total de 1 284 068. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel, Grand Lomé 34 619, région maritime 1792, région des plateaux 7042, région centrale 8119, région de la Kara 12 747, région des savanes 17 943, soit un total de 82 222. Taux de couverture vaccinale, 38% des personnes âgées de 18 ans et plus ont au moins une dose. 32% des personnes âgées de 18 ans sont complètement vaccinées. 139 723 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 40 844 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 3 60 893. Situation également rendue publique à ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Politique intérieure à présent avec cette sortie médiatique de l'Union des forces du changement UFC pour honorer le 30e anniversaire de l'attaque du convoi de Gilles Christ-Olympio à Soudou. Occasion également de revenir sur les engagements politiques, la vision du parti et surtout les réformes. Ramdan Bassina. 30 ans après l'attaque de Soudou, l'UFC, l'Union des forces du changement, réitère son appel au pardon et a privilégié la réconciliation. Nous pensons que la réconciliation, si nécessaire pour notre patrie, ne peut se faire dans l'ignorance du passé, mais dans l'inclusion, la compréhension du passé et la vérité. Pour les responsables de l'UFC, cet événement malheureux n'a pas estompé leur engagement pour un Togo de paix et tourné vers son développement. Dans le domaine de l'emploi et de l'économie, notre projet de société doit être centré sur la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Il est essentiel pour le Togo d'investir dans son futur
Et la priorité est d'améliorer la création et l'accès à l'emploi décent pour sa jeunesse. Nous devons nous interroger sur les investissements réels dans l'éducation nationale, sur leur efficience et sur leur efficacité par secteur et par niveau d'enseignement. Il sera également nécessaire de discuter des désimbrications entre secteur public et privé, notamment de l'émergence et de la consolidation des financements privés de l'éducation. L'UFC reste déterminé à faire du Togo un pays de dialogue, d'entente, de tolérance et de fraternité. Dans l'actualité également ce soir, a signalé ce geste d'engagement des inspecteurs d'aviation civile. 5 au total, ils ont promis de travailler dans le respect de la déontologie de leur métier. Clarisse Aticlé. Je jure d'exercer mes fonctions avec probité dans le strict respect des lois et règlements. 5 inspecteurs s'engagent pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Un serment solennel matérialise leur engagement. Je le jure. Je le jure. Dans le lot, 3 inspecteurs de sûreté. Leur mission, superviser les activités de filtrage des personnes et des biens, ainsi que les équipements aéroportuaires. En tant qu'inspecteurs, qui sommes déjà chargés, n'est-ce pas, donc d'assurer et de veiller à l'application des mesures et des dispositions du Code de l'aviation civile. Nous allons accomplir cette nouvelle mission avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup d'engagement. Dans l'exercice de notre mission, nous sommes appelés à être intègres. Les 2 autres inspecteurs sont chargés de la sécurité et du contrôle de l'application de la réglementation en matière de sécurité de l'aviation civile. Dès qu'ils ont prêté ce serment, ils ne vont pas immédiatement aller commencer à respecter. Ils doivent avoir les papiers à règle. Et maintenant, ils vont être parrainés par les anciens inspecteurs pendant 1 an qui jugeront par les rapports qu'ils vont me fournir, qui sont aptes à être maintenant lâchés pour exercer avec vraiment sans corruption leur mission. J'insiste, la probité, le caractère, la justice et surtout la déontologie de l'aviation civile. C'est à l'issue d'un examen et après une formation en Europe et aux États-Unis que ces inspecteurs, nantis de leur diplôme, sont arrivés à cette étape. Ils font ainsi leur entrée dans le corps des inspecteurs de l'aviation civile togolaise. Encore un individu dans les mailles de la police nationale togolaise. Il s'agit d'un mécanicien. Il aurait ôté la vie à un fonctionnaire qui revenait du travail le 25 avril dernier. Ceci à travers un braquage à l'issue duquel le malfrat aurait emporté la moto de la victime. Il se serait servi d'une machette pour commettre son forfait. Le récit des faits dans cet élément. Le 25 avril 2022, le sieur Mawiou, fonctionnaire de l'OTR, a perdu la vie suite à un braquage survenu à Adétikopé et à l'issue duquel sa moto a été emportée. La police nationale a dès lors ouvert une enquête qui a permis d'interpeller 5 jours plus tard à Gbotozévé, dans la préfecture de Yoto, le nommé Kofi, mécanicien à 2 roues, résident à Adétikopé et de passage régulier à Gbotozévé, en possession de la dite moto dont la plaque d'immatriculation a été arrachée et dissimulée dans sa chambre à Gbotozévé. Interrogé, il a reconnu les faits et a précisé que la victime ne lui est pas étrangère. Il a souvent aperçu emprunter la voie sur laquelle le forfait a été commis. Il a finalement pris la résolution, le 25 avril 2022, de lui arracher sa moto à tout prix. Il s'est alors caché sur cette voie avec une machette après avoir vu passer la victime. À son retour, il lui a asséné des coups de machette
avant de lui arracher la moto et de s'échapper. Les investigations ont permis de l'interpeller et de le mettre à la disposition du commissariat d'Adétikopé. Il faut rappeler que cet individu n'est pas à son premier acte. Il est connu des services d'identification des forces de sécurité puisqu'il a déjà fait la prison à 3 reprises pour des cas de vol de moto et de consommation de cannabis. Et le présumé braqueur sera ensuite présenté au parquet pour répondre de ses actes. La nouvelle société cotonnière du Togo a honoré certains de ses agents admis à la retraite pour services rendus en toute loyauté et probité. La NSCT a été juste reconnaissante. Sylvain Abdou. C'est la fin des contraintes professionnelles pour ces agents, aujourd'hui admis à la retraite. Ils sont 38 de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, certains admis au deuxième semestre 2020 et d'autres partis au premier semestre 2022. La société leur témoigne ici sa reconnaissance à travers cette cérémonie de remise de certificats et de cadeaux pour saluer les efforts accomplis et leur engagement dans l'émergence de la société. C'est important pour NSCT de célébrer les personnes qui partent à la retraite, puisque ça fait partie des valeurs de la NSCT, de remercier les gens qui ont pu consacrer, parfois on a vu jusqu'à 42 ans de leur vie au service de la NSCT. Et quand on regarde les 38 retraités qu'on a célébrés, à eux 38 représentaient plus de 1000 ans d'expérience. Et donc de ces 1000 ans d'expérience, on a beaucoup de choses à retirer. Et on a besoin d'avoir un transfert d'expérience des retraités. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces agents, des agents qui se souviennent encore de leur parcours. Ils appellent les jeunes à s'engager activement pour accompagner la société dans l'atteinte de ses objectifs. C'est un jour vraiment joyeux pour nous. Nous avons fait une carrière et aujourd'hui la société nous est très reconnaissante par rapport aux œuvres que nous avons posées au sein de la société. À tout le personnel, c'est de se mettre sérieusement au travail pour l'atteinte des objectifs. Mettre de leur savoir-faire pour que cette société puisse effectivement grandir et pourquoi pas dépasser ce que nous avions connu par le passé. Ces agents ont occupé des postes variés au sein de la société. Ils ont, au cours de leur carrière, donné leur expertise dans l'amélioration de la production, ce qui a significativement permis à la NSCT, filiale du groupe Olam International, d'accroître le rendement de l'or blanc. Alors maintenant, et comme promis, à la découverte de ces chefs-d'œuvre issus de talents purs, des personnes en situation de handicap, de leur création, il faut promouvoir tout un talent, d'où ce cadre. Mon village, mon beau village, avec Abidé Niassingbe. Créer un beau village pour les personnes en situation de handicap. Une plateforme première du genre pour promouvoir le savoir-faire de ces personnes à mobilité réduite dont les activités ont été également impactées par le Covid-19. Ici, créativité, innovation se côtoient. Tous partagent leur expérience commerciale. Je suis dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous transformons le cacao en poudre et chocolat en poudre. Moi, je suis venue d'abord avec ma personne pour dire aux autres qu'on peut et on pourra toujours. Le but principal, c'est pour que les gens sachent que nous, les personnes handicapées, nous ne sommes pas là uniquement pour qu'on nous aide. Nous voulons montrer ce que nous savons faire. Je fabrique du gingembre pour les plaies, la toux et le rhume. Je fais aussi des antennes locales pour les chaînes nationales. Aux promoteurs, j'aimerais les dire merci beaucoup. L'idée a germé depuis 2021 pour ce résultat. Le fruit d'un travail de longue haleine. Être une personne handicapée ne veut pas dire être inactif. Moi, je gagne ma vie comme il le faut. Et tout le monde me connaît. Je sais que derrière moi, il y a aussi mes consoeurs et frères qui aussi sont dans cette situation, mais les gens ne les connaissent pas.
comme ils ne les connaissent pas, alors qu'ils ont des talents, ils ont des dons. Maintenant, comment faire pour qu'ils montrent leurs dons, leur savoir-faire aux gens? Donc c'est ça qui m'a poussé à faire cette organisation. Si nous prenons le cordonnier qui était là, imaginez si quelqu'un passe la commande de 100 pièces. Forcément, il va recruter des personnes. Ça, c'est un. Je dirais qu'il y a aussi l'inclusion sociale. Et vous et moi, nous sommes rassurés du regard que nous avons de ces personnes-là. Quand vous allez au niveau des feux tricolores, c'est comme si par défaut, ce sont des mendiants. Alors que non, je suis juste fière de cette réalisation. Mon beau village, première édition, c'est également la formation des exposants et un défilé de mode. Et on va finir cette édition avec une image, celle du bunker volant de la Russie. Depuis sa réapparition dans les airs de Moscou, beaucoup de questions se posent en ce moment où Kremlin a changé de stratégie dans son invasion en Ukraine. Reportage. Cela faisait 12 ans qu'il n'avait pas été vu dans le ciel de Moscou. Escorté par 2 chasseurs, cet avion conçu pendant la guerre froide est un bunker volant. Contrairement à un avion de ligne, il n'a pas de hublot et une seule porte. Son blindage est renforcé. Grâce à cette sonde, il peut être ravitaillé en vol et rester en l'air des dizaines d'heures. À l'avant, ce dôme contient tout le matériel nécessaire pour communiquer avec l'armée et notamment les sous-marins nucléaires russes. Il est alimenté par ces générateurs électriques. Son rôle, devenir le poste de commandement aérien en cas de guerre nucléaire. À partir du moment où les bombes atomiques ont commencé à exploser, normalement, elles irradient et elles envoient des impulsions électromagnétiques qui vont détruire quasiment tous les circuits électroniques. Or, cet avion, comme beaucoup d'avions militaires, est capable de continuer à voler malgré cette situation. Sa dernière apparition publique remonte au défilé du 9 mai 2010. Le revoir dans les airs en pleine guerre contre l'Ukraine n'aurait rien d'un hasard. S'il est ressorti, c'est parce qu'il rentre dans une scénographie de la terreur. Poutine, depuis le début de la guerre, tous les 4, 5 jours, 6 jours, ressort quelque chose qui a un lien avec le nucléaire ou avec l'apocalypse. Et le fait d'avoir cette Ilyushin 80 dans le ciel du 9 mai, c'est une forme d'action psychologique pour nous terroriser. Lundi prochain, lors du défilé, Vladimir Poutine le sait très bien. Chaque arme, chaque avion sera scruté par le monde entier. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout dans le monde. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.